Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef, un épisode à la saveur particulière car il fait partie de ceux qui résonnent pour moi avec un souvenir empli d'émotions. Cela faisait un moment que sur la liste de mes désirs d'escapade figurait l'auberge sauvage. Je l'avais vu récompensé par le fooding et sur le papier, tout ici me faisait envie. L'endroit, avant toute chose, une grande maison au cœur d'un village normand à quelques pas du Mont-Saint-Michel. C'est là que le chef Thomas Benady s'est installé avec sa famille, là-bas donc où je me suis rendu pour les rencontrer. Il y a des lieux comme celui-là, des gens comme ça qui portent en eux le genre de je ne sais quoi qui me cueille dans l'instant. Je vous refais la scène, j'arrive après 3-4 heures de route, soleil doré de fin de journée. Quelques minutes avant mon arrivée, Jessica m'appelle. « Vous arrivez à quelle heure ? Car je dois partir chercher notre fille, me dit-elle. » « Eh ben j'arrive dans quelques minutes. » « Ah, bon. C'est Thomas qui va vous accueillir alors. » Ce n'était pas leur plan, et je sens dans cette petite contrariété que plusieurs choses se jouent là. Évidemment son envie de m'accueillir personnellement, mais sûrement aussi l'habitude qu'ils doivent avoir de se répartir les rôles. Clairement, l'accueil, c'est elle, et je le découvrirai ensuite en salle, c'est elle. Elle fait le lien, elle parle pour le chef à celles et ceux qui arrivent ici. À cet instant, j'ai pensé que si l'auberge se dit sauvage, peut-être que le type l'était aussi un peu. C'est donc Thomas qui est sorti de sa cuisine à mon arrivée. Look soigné, coiffé, tatoué, lunettes et petite moustache, il avance vers moi franchement et la discussion s'entame sur un ton que je connais bien. Le ton qu'emploient ceux qui ne sont pas là pour tricher. Celui des gens qui jaugent, qui choisissent leurs mots et ne disent en premier lieu que ce qui est nécessaire. Je traverse la si jolie salle et nous arrivons dans le jardin. Baigné de la plus belle des lumières, je comprends tout de suite qu'ici, le dehors est un pilier. Que ce jardin qui se déploie devant nous est pensé pour insuffler, qu'il y a là une vision et surtout une recherche qui s'écrit au pied de la cuisine. Un tour entre les plans et nous savons qu'entre nous passe le courant. Alors Jessica déboule joyeusement pour sceller l'intuition de cette rencontre. Je prends un peu de temps ici pour vous décrire la suite, pour vous parler d'un verre de cidre pris face à cette nature. Organisée mais spontanée, sauvage, juste comme il faut, prometteuse. Ma table fera face à la fenêtre, face tout du long au soleil couchant sur la campagne. La lumière mord les entrées, les amuse-bouches annoncent un dîner tout en subtilité, un bouquet d'herbes à croquer rappelle ici qui dessine la cuisine. Je ne sais pas combien d'assiettes m'ont amené de la lumière dorée à la chaleur des bougies de cette auberge, mais chaque entrée, chaque plat a tracé la ligne d'une cuisine mûrie, pensée. Une cuisine affirmée, droite et délicate. J'ai retrouvé ce soir-là, à table, le phrasé du chef que je venais de découvrir. Une parole où les syllabes sont détachées, les mots choisis. J'ai entendu dans ces plats la voix posée de Thomas. Une voix qui, sans s'élever, brandit un tempérament déterminé. Je ne pensais pas que cela se vérifierait à ce point. Thomas Ladonne m'a assisté à la réalisation et au montage de cet épisode. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et je vous invite maintenant à écouter une histoire unique, à l'image de celui qui la porte. Juste pour vous dire encore un mot, vous allez entendre l'histoire d'un homme qui s'est lancé en cuisine seul, sans avoir travaillé un jour dans un restaurant. Vous allez découvrir un engagé, un chef aux valeurs fortes et assumées, un chef qui refuse les concessions, quelles que soient les difficultés. J'arrête donc de parler, car une sacrée personnalité va s'exprimer, un chef dont la cuisine mérite à elle seule un voyage en Normandie et ce, d'où que l'on vienne. Voici l'histoire de Thomas Benady. Je suis né à Boulogne-Billancourt, banlieue parisienne chic. Et Boulogne, c'est quand même c'est un endroit assez chouette pour les enfants, parce que t'as quand même, par rapport à Paris, beaucoup d'espaces verts et pour y vivre. Je pense que quand t'es jeunes parents, c'est assez chouette. J'ai plutôt de bons souvenirs sur mon enfance, sur les parties de foot avec mes cousins, les entraînements, les trucs. Enfin, c'était un cadre quand même assez privilégié, quoi. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'étais obsédé par ça. Enfin, je faisais beaucoup de foot. J'en ai fait en club, j'en faisais quand j'étais pas en club, j'en faisais avec mon cousin. Enfin, c'était une obsession. Mon père qui était libraire juste à côté de là où je suis né. C'est un petit village, quoi, là où on vivait, c'était les petits commerçants, on connaissait tous les commerçants.
c'était une chouette enfance. Mon grand-père était poète et écrivain du coup. Il animait des revues littéraires à la radio à Tunis, donc en Afrique du Nord. Et arrivé à Paris, quand ils ont dû partir avant que ça soit trop intense, eh bien, il avait pas d'autre choix. Enfin, forcément, il y avait un lien avec le livre, donc il a ouvert une première librairie, puis une deuxième. Ça, c'est vrai que c'est le paradis pour les enfants. On se posait à un endroit de la librairie en particulier, et soit on lisait des livres, des BD, enfin, on a accès à tout, quoi. Ouais. On le disait pas trop aux clients qui venaient acheter derrière les... On avait un peu lu tous les livres et c'était un moment, enfin c'était un endroit aussi de rencontre parce que on pouvait y croiser nos cousins, je parle de mes cousins en particulier parce qu'on vivait quasiment en autarcie avec eux. C'était ouvert très tôt le matin, fermé à 20h, donc ouais. On avait un créneau horaire assez large pour pouvoir y aller, quoi. C'est un lieu de vie. Ouais, oui, bien sûr. J'étais plutôt un enfant assez rêveur et assez dans ma bulle. Mais j'ai toujours eu ce pressentiment que les choses allaient se faire naturellement, en fait. Donc c'est sûr que quand j'ai été confronté la première fois au collège, lycée, où on a commencé à me dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard et que je savais toujours pas. Je savais juste qu'il y aurait certainement un lien, ce serait certainement artistique ou un lien en lien avec la nature. Et au final, je pense que j'ai cumulé les deux, quoi. Même dans ma famille, tout le monde me disait que j'étais le défenseur des animaux et il y a un peu de ça, quoi. Je pense que c'était à l'intérieur de moi et que honnêtement, je m'en rends compte aujourd'hui, je suis pas né au bon endroit non plus, même si c'était déjà un luxe d'être là où j'étais. Ce qui m'a permis aussi, je pense, j'aurais été né ailleurs, je sais pas si ma réussite en tant qu'autodidacte aurait été la même. En tout cas, ouais, j'ai toujours eu cette fibre, j'ai toujours eu ce besoin de sentir la nature, de me sentir vraiment en adéquation avec et une connexion. Et en connexion. Quand tu réfléchis comme ça à la constellation familiale, est-ce que tu penses à des gens qui auraient pu porter ça aussi en eux et qui te l'auraient peut-être transmis sans le dire, sans le déclarer forcément ? Mes grands-parents, c'est évident. Ils sont nés à Tunis et ils ont beaucoup souffert de leur arrivée à Paris. Enfin, mon grand-père, dès qu'il est arrivé, a eu pour la première fois des dépressions. Il s'est retrouvé dans un petit appartement où il n'y avait pas de fenêtre, je crois. Enfin, genre, il n'y avait pas de carreaux. Avec sa mère, les enfants. Enfin, je pense qu'il y a eu un truc comme ça où je sens que je suis imprégné de quelque chose. Il y a une rupture dans le rapport à l'environnement, quoi. Ouais. Bam, d'un coup, trouver la ville. C'était trop dur et trop. Enfin, ils vivaient au soleil avec de l'espace. Donc, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi peut-être un peu ma mère qui a eu tendance à vouloir fuir Paris. Enfin, je pense que Paris, ça lui convenait pas. Après, voilà, je pense que au-delà de ça, on a beau avoir des racines, je pense qu'il y a des choses qui se font à l'intérieur de soi et qu'on n'arrive pas à expliquer, quoi. Et moi, c'était un espèce de lien fusionnel, quoi, que j'ai. Enfin, c'est un peu bizarre et peut-être banal de dire ça, mais il y a une énergie que je ressens en fait quand je suis dans la nature, quoi. Mais la table à ce moment-là, la cuisine, elle a quelle place et qu'est-ce qu'on trouve chez vous ? Quel souvenir tu as de ça ? Extrêmement importante. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir. Alors, il y a plusieurs personnes dans ma famille, mais déjà ma tante, ma grand-mère en particulier était une cuisinière exceptionnelle. Je pense qu'il aurait fallu avoir une statue d'elle, je sais pas où, mais elle cuisinait, cuisine d'Afrique du Nord, donc parfois un manque de finesse. Et elle, c'était extrêmement élégant. Enfin, tout ce qu'elle faisait, c'était extrêmement élégant. Tout était
Elle était pas cuisinière, enfin elle était pas chef ni quoi que ce soit, elle avait pas son resto, mais chaque chose était fait de manière réfléchie, que ça parte du produit jusqu'à la façon dont on les cuit, ne pas mélanger les différents légumes dans les mêmes bouillons. Enfin, c'était assez incroyable. Quand on se parle de ces influences d'Afrique du Nord, de cuisine, quels sont les plats, quand tu parles des préparations, de la séparation des ingrédients, c'est quoi les plats qui te reviennent en mémoire? Typiquement, alors ça paraît banal, le couscous, ma grand-mère, elle mettait 3 jours pour le faire, quoi. Ça se faisait pas en une journée, on fait vite cuire la semoule. La semoule, elle mettait 2 jours à la faire. Tout était fait, enfin, elle faisait tout maison, des boulettes au cardon, enfin, des trucs, genre, que tu trouves quasiment plus dans les couscous maintenant. Ouais. Alors que c'était le couscous traditionnel, quoi, tunisien, et en plus avec des super produits, quoi. J'ai une famille aussi, j'étais bercé dans le bio, enfin, tout le monde mangeait du bio. Avant que le bio n'existe? Avant que ça soit à la mode, du coup, c'était très 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 cher. Enfin, pour moi, c'est vraiment une chance, quoi, d'avoir vécu dans cette espèce de bulle. Il y a un plat donc qui s'appelait la paella, qui était avec une sorte de ragoût d'épinards limite brûlé, mais qui est genre, enfin, c'est dingue que les gens ne connaissent pas. Enfin, je n'ai jamais entendu parler de ce plat. C'est un plat qui est incroyable, quoi. C'est peut-être même meilleur que le couscous, quoi. C'est un confit d'épinards qui est cuit longuement. Il y a des fèves dedans, des grosses fèves. Il y a une saucisse qu'elle faisait à côté avec tous les restes du veau, genre la rate, le machin, de la menthe dedans. C'était incroyable comme plat, quoi. Et ma tante, enfin, j'étais quand même dans un espèce de berceau où tous les gens étaient passionnés par le fait de cuisiner. Même mon oncle avait une pizzeria, ma tante cuisinait extrêmement bien, ma mère aussi. Et mon père, j'ai eu la chance qu'il était passionné par la gastronomie. Donc j'ai fait peut-être tous les restos à l'époque, parce qu'il y avait pas encore le fooding ou ce genre de guide. On avait fait tous les restos du guide Lebé, je pense. Donc ça m'a permis de mettre un pied dedans en me forgeant un répertoire et en tout cas une connaissance à travers ce que je mangeais, quoi. Qu'est-ce qui anime ton père à faire ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment il te prend, parce que moi, tu vois, c'est typiquement un truc auquel je pense en ce moment à faire avec ma fille, et je me demande justement ce qui anime ton père, et toi, comment tu vis ces moments-là, quel souvenir t'en as? Ce qui anime mon père, c'est que je pense qu'il pouvait pas nous faire garder ces soirs-là. Non, je plaisante. Non, bon, venez. Non, je pense que il a essayé aussi d'attiser notre curiosité sur les plaisirs de la table. Et mon père a une autre qualité, c'est que du coup il a ouvert un club d'œnologie. Il est passionné de vin. Et j'ai eu cette chance-là. Du coup, le vin a fait partie aussi très tôt, parce que mon père me donnait du vin à partir de 3 ans, je crois. Non, c'est faux. Non, le vin, voilà, ça a toujours été une passion aussi. Enfin, autant que la cuisine, quoi. Donc là, on a un petit théâtre quand même, un petit théâtre de culturel du goût quand même. Après, tu vas faire ton chemin et c'est toi qui vas le dessiner. Néanmoins, voilà, il y a quand même des signaux qui interpellent à ce moment-là. Comment tu te projettes? C'est quoi la suite de l'histoire? Parce que l'enfance, le collège, bon, ça va se faire, on est confiant, mais il faut quand même commencer à réfléchir à sa voix. Qu'est-ce que tu la dessines comment à ce moment-là? J'étais pas un bon élève, pas du tout même. Ça rendait assez triste, je pense, surtout mon père, qui lui a voulu faire l'inverse de ce qu'il a fait, c'est-à-dire que lui, ses parents l'ont pas du tout poussé. Dès qu'il était un petit peu malade, sa mère disait non, tu vas pas à l'école, je te fais un petit jaune d'œuf avec du sucre. Il était plutôt cajolé qu'autre chose. Et lui a voulu faire le contraire et il nous a poussé. Il voulait absolument qu'on fasse des études, donc c'était le goulag, quoi, sans vouloir lui
la tristesse ou quoi que ce soit, mais on pouvait pas tuer. À part le sport qui me faisait un échappatoire, parce que j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de foot, comme je te disais, plus jeune. Le week-end c'était fait pour travailler, quoi. Il fallait qu'on travaille, qu'on révise et tout. Et autant dire que je crois que j'ai pas ouvert beaucoup de livres. C'est pas, faut surtout pas que mes enfants entendent ça, mais j'avais une sorte de voix qui, je sais pas, ça peut paraître un peu mystique, mais j'avais un truc dans ma tête qui résonnait en permanence. Où je me disais non, c'est pas ça que tu vas faire. Enfin, faut que tu trouves un sens à ce que tu fais. Et là, pour l'instant, t'en trouves pas, donc ça sert à rien de faire des efforts, quoi. C'est assez tranché comme façon de voir les choses, d'autant plus que mon père me mettait énormément la pression pour justement faire le contraire. C'est quoi la technique pour quand ton père te met la pression pour donner le change tout en ne foutant rien? Faire semblant. C'est ça. C'est un truc que je sais pas faire dans la vraie vie, c'était la vraie vie, mais en tout cas avec lui je faisais semblant, oui, parce que je pense qu'il va l'entendre et il va découvrir une belle facette de ma personnalité, mais ouais, c'est pas un truc. Autant j'étais plus passionné par des profs qui me passionnaient, qui racontaient les choses, comme une prof d'histoire géo qui était incroyable et qui racontait l'histoire avec énormément de passion et de justesse, parce qu'au final les élèves sortaient de son cours en ayant appris les leçons sans avoir lu, en fait. Ça me passionnait plus que de me dire je me penche sur un livre, le cul sur la chaise. Ouais. Donc ouais, après je pense que j'étais peut-être un enfant un peu à part et qu'un système scolaire différent m'aurait plus convenu, mais bon, après ça c'est à l'époque il n'y avait pas trop le choix, quoi. Je pense. Bon, à un moment il faut quand même répondre à cette question, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de lui, et toi qu'est-ce que tu vas faire de toi? Tu dois te la poser. Alors c'est simple. Après, est-ce que t'as vu cette fameuse conseillère d'orientation et son... J'ai eu même une prof de maths ça m'a marqué pour le coup. Je sais pas pourquoi, parce que pour moi ça a pas c'est pas un jugement de valeur sur les voies comment dire, de BTS ou de... Mais j'avais eu une convocation avec mes parents et ma prof de maths elle a dit bon, je pense que là il va falloir qu'il aille vers une formation plus rapide, et ça m'avait déplu, non pas que ce genre de formation m'aurait dérangé, mais plus dans le fait que je me suis rendu compte que les profs étaient pas forcément là pour ton bien-être et savoir pour te guider dans la vie, mais plus pour voilà, ce qui les importait, c'était les bons élèves et point barre, quoi. Elle a dit clairement à mes parents, voilà, il est pas fait pour les études, il faut qu'il fasse quelque chose de simple, parce qu'il est simple, quoi. C'est ce que j'ai entendu, moi. Finalement, je suis allé jusqu'au bac que je l'ai loupé à plusieurs reprises. Et oui. Et je l'ai eu en candidat libre. Je crois que c'était un peu ma destinée, c'est de me retrouver seul et faire les choses comme j'avais envie, quoi. Et c'est peut-être pas forcément intelligent, mais en tout cas, j'y suis arrivé comme ça. Après le bac, je savais pas du tout quoi faire. J'ai suivi mon cousin qui était 3 ans plus grand que moi, mais plus âgé que moi. J'ai fait de l'éco-gestion à Tolbiac, c'était pas la Sorbonne, mais bref, et j'ai fait ok, c'est pas mon monde, quoi, c'est pas pour moi. Je me suis retrouvé paumé dans un truc où en fait les gens me ressemblaient pas. Donc j'ai arrêté au bout de quelques mois. J'ai fait une formation pour devenir kiné. Et au final, j'ai pas eu mon diplôme, j'ai eu un diplôme de podologue, et puis un jour j'étais en plein soin, et je me suis dit ok, c'est fini, c'est bon, j'arrête. Voilà, je suis désolé de parler de ça parce qu'après je suis devenu cuisinier. Non, mais chacun a son chemin, tu vois, voilà. Ça depuis voilà. En sentant les pieds, je me suis dit non, j'arrête. Et du coup, il a fallu que je trouve quelque chose à faire de ma vie. Donc, dans le désespoir, mon père m'a pris à la librairie avec lui. Et là, c'est pareil. Au bout d'un an, je me suis dit, non, tu vas pas faire ça de ta vie. Répondre aux gens qui avec le même quotidien. Ah bah dis donc, vous êtes bien le fils de votre père, vous, hein, il peut pas vous renier. Bon, j'en ai eu un peu marre de ça aussi. Et au final, la passion pour les produits aussi, qui était peut-être plus développée que chez mon père,
Il avait la passion des bonnes tables et tout, mais moi j'ai vraiment développé une énorme passion pour les produits. La cuisine, à ce moment-là, tu parles des produits, là, cette passion, elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit comment? C'est quoi ton rapport à la table? Est-ce qu'il a un petit peu changé à ce stade-là de ton existence? Je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, en fait, voilà, là, t'es arrivé au bout d'un chemin, tu t'es pris plusieurs murs, là, c'est le mur de trop, et en fait, qu'est-ce que toi, tu veux vraiment faire de ta vie, sans que papa soit derrière en train de te dire, c'est pas bien, c'est bien, ou je te prends sous mon aile, et je te sous-paye. Non, pardon. Et je me suis dit, non, ça y est, il faut que j'ai toujours eu j'ai toujours été un garçon assez lunaire, assez pas timoré, mais un peu dans sa bulle. Un peu taiseux, quoi, un peu dans ma bulle. Mais j'ai toujours eu énormément de caractère au final, parce que quand j'ai une idée en tête, je la lâche pas, quoi. Et comment on opère la charnière, du coup? Comment on passe derrière la caisse de la librairie à l'expérience suivante? Je sais pas, je cuisinais énormément chez moi depuis très très jeune. J'ai cuisiné, même si ma mère voulait pas trop que je cuisine, donc voilà, c'était dans mes temps libres quand il y avait personne, je cuisinais. J'avais encore une fois la passion des produits de façon très très poussée. Je me suis dit en fait, c'est ça que j'aime les maraîchers, les producteurs, et j'ai envie de mettre aussi en valeur leur travail. Et j'ai eu un déclic, j'ai eu une personne qui a accepté d'investir dans un petit truc à Boulogne, donc près de la cité du Pont de Sèvres, machin. Donc tout le monde me disait mais tu vas te rater, c'est vraiment pas un bon quartier. Il y a un foyer à côté de ton resto, machin. Et moi en fait j'avais fait appel à des agences pour acheter un tout petit truc. Et il y a rien qui me plaisait. En fait je suis allé au culot, j'ai appelé le mec. Et du coup, moi, je me suis retrouvé à l'appeler, à négocier, alors que j'étais encore balbutiant, quoi, au niveau des négociations, ça devait pas être dingue. Et puis, on a acheté ce truc-là, donc avec mon ex-associé, dans un quartier très populaire de Boulogne, voire pas, peut-être pas adapté à la clientèle que j'avais, mais heureusement pour nous, on avait une bonne étoile, le quartier a totalement changé et c'est devenu un quartier limite bobo de Boulogne, quoi. Alors, il faut expliquer un truc quand même, parce que là, on est passé de la librairie à j'ouvre un restaurant. Non mais, où est-ce que tu trouves la ressource pour te dire, ok, je vais être capable de me projeter moi là-dedans, parce que jusqu'à preuve du contraire, et tu vas peut-être nous donner des petits détails, mais ton expérience en cuisine, elle se limite à ce que tu as pu faire chez toi. Ouais. Comment on fait pour se jeter là-dedans? Il y a peut-être des steps, non? Ou alors t'y allais? Non. Alors le truc c'est que je le déconseillerais à tout le monde, mais en fait j'étais un peu je sais pas si j'étais soit un guerrier, soit quelqu'un de complètement crédule, je sais pas trop, mais je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire, et je pense avoir vraiment bien réfléchi à mon truc, quoi. Je me suis dit, on est à Boulogne. Je suis désolé de le dire, il y avait rien à l'époque, rien. Et du coup, c'est parti de là. Je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, c'est sûr que ça va marcher. À aucun moment j'ai douté. Par contre, tout le monde a douté pour moi autour. J'ai eu 0 personne à part mon associé qui a cru en nous, quoi. Mais on peut les comprendre quand même, non? Parce que, encore une fois, pardon de reposer cette question, mais en termes d'expérience, on en est où à ce moment-là de toi et de la cuisine? J'ai aucune expérience. J'ai fait une journée chez The Kitchen Gallery, juste parce qu'on avait j'ai une connaissance de mon père qui connaissait un chef William Ledeuil. Et voilà, j'ai pas touché à quoi que ce soit, quoi, mais j'ai observé tout et c'était chouette, quoi. En tout cas, William Ledeuil, pour moi, c'est un grand monsieur de la gastronomie. C'est un des premiers, si ce n'est peut-être le premier, à avoir fait une cuisine avec des produits d'ailleurs, mais en ayant du sens, quoi. C'est-à-dire, sans dire je fais une cuisine fusion, machin. Donc là, attends, tu vas ouvrir ton restaurant, donc tu n'as jamais cuisiné? Bah si, j'ai fait une journée d'observation chez William Ledeuil. J'ai tout appris ce jour-là. Peut-être que c'est le seul ego que j'avais, c'était de me dire je connais les produits, en fait. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct
quelque part. Il y a quelque chose de l'ordre de Ouais. je sens les choses. Et depuis le début, c'est comme ça. Donc, ok. On oublie le fait que j'ai jamais entendu un truc pareil. Ok. Ouais. Premier jour de ce restaurant. C'est quoi l'intention? Qu'est-ce que tu comptes y faire? Comment tu te projettes? Qu'est-ce que tu veux proposer? Vraiment, ma première intention, honnêtement, et je le dis parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui le disent sans vraiment le faire, c'était de mettre en valeur le travail d'autres, en fait. C'était de se dire, en fait, il y a des gens incroyables qui font des trucs incroyables dans la France entière. Et en fait, c'était vraiment de me dire, voilà, grâce à eux, en fait, je vais pouvoir proposer quelque chose de cohérent aux gens. Sans faire d'efforts, parce que justement, j'étais conscient de mes capacités, quoi. Ou de mes incapacités, je peux. Et avant ça, en fait, avant d'ouvrir mon premier resto, quand j'ai pris la décision de le faire, j'ai fait un tour de France des producteurs. À l'époque, plus par des vignerons, j'avais des petites adresses, des machins, des trucs. J'allais voir un premier mec, il me donnait une autre adresse. Le mec en question, ça me convenait peut-être pas, mais il me donnait l'adresse d'un autre mec. Et Quel souvenir tu gardes de ça? bizarrement, c'est très flou parce qu'il y a eu tellement de trucs entre-temps. Je me souviens juste d'images plus, des photographies que j'ai en tête de moments avec des gens, dont les fameux les truites de Banca, qui à l'époque, c'est ça qui est ouf, et c'est grâce à eux en fait que j'ai réussi à développer toute ma cuisine après, sans qu'ils le sachent. C'est que je suis allé dans cette fameuse vallée des Aldudes qui est genre une beauté absolue. Parce qu'un mec m'avait parlé des trucs de Banca, je suis allé voir du coup le lieu qui est incroyable. Et en discutant avec eux, on leur explique notre resto et ce que je veux y faire. Et ils me disent, il y a des petits jeunes qui viennent de commencer, ils commencent à travailler avec nous. Je crois qu'ils livrent 2 restos à Paris, mais ils ont l'air super motivés. C'était Terroir d'Avenir. Et ils venaient quasiment de commencer quand moi j'ai commencé aussi, quoi. Et je me suis dit, chouette, s'il y a des gens qui ont fait la même démarche que moi, parce que honnêtement, ça n'existait pas avant Terroir d'Avenir, on peut les critiquer, enfin j'entends beaucoup de critiques à leur égard. En tout cas, ils m'ont aidé à construire ma cuisine, parce qu'ils ont fait le travail que moi je voulais faire. Ils m'ont amené sur un plateau en me disant, voilà ce qu'on propose. Ils avaient une liste ultra restreinte, quoi. Les pigeons de Mesquer, mais tout ce qu'ils avaient, c'était incroyable. Incroyable. Et du coup, voilà, c'était genre, j'étais un enfant gâté, quoi, vraiment, genre, je regardais la liste avec passion tous les soirs, pour passer mes commandes et c'était génial, quoi. Donc là, quand même, quand on t'écoute, il y a ce goût, cette entrée, par le produit, un petit côté, pas ludique, mais passionné, en se disant avec quoi je vais jouer demain. Mais on n'est peut-être pas là pour parler de gestes encore, mais ta cuisine, tu l'envisages comment? Tu la dessines comment? Parce que quand on est autodidacte, même si on aime ça, même si on est passionné, qu'on se retrouve avec une liste de produits qu'on connaît pas forcément, ou qu'on n'a pas encore manipulé, ou qu'on sait pas traiter, enfin, comment on se débrouille, quoi. Tu vois, pour découper, pour assaisonner, pour détailler, pour lever les choses, enfin. J'ai vraiment réfléchi à chaque geste que j'avais en cuisine, en me disant, t'as pas le droit de massacrer ce produit, t'as pas le droit de... Alors je l'ai certainement fait des fois, même souvent, au début, à mon avis. Mais j'ai l'intention, en tout cas de départ, c'était toujours de respecter le produit. Et au fur et à mesure, en fait, j'étais tellement passionné que bon, j'ai une librairie à la maison, quoi. Je suis rempli de livres et tout. Et j'ai appris énormément par les livres. Et les choses se sont faites de façon instinctive par rapport à mes goûts, en me disant, non, à tel endroit, j'ai mangé le poisson cuit comme ça me convenait pas, pour moi, faut le cuire un peu moins, et je sais pas, les choses se sont faites de façon très instinctive. Et ton rapport au public, parce qu'on en a pas encore parlé, la grande chose de la restauration, c'est qu'à un moment, t'ouvres ta porte et il y a des gens, c'est pas le frère, la sœur, le père, c'est un inconnu qui arrive. Comment ça se passe? Comment tu l'appréhendes et comment tu le vis dans les premiers temps? C'est très très difficile. Je crois que j'ai décalé l'ouverture du restaurant, je sais pas, tous les jours je décalais d'un jour pendant une semaine ou un truc comme ça, quoi. J'avais peur de pas être prêt. Je pense que c'était plus la peur que le fait de pas être prêt, mais j'avais peur, quoi. Les premiers clients qui ont passé la porte, je me suis dit, wow, est-ce que ça va marcher, machin.
Et il s'avère que j'ai eu la grande chance, je sais pas si j'ai ouvert au bon moment, au bon endroit, mais on a eu du monde dès le début et ça a pas désempli jusqu'à ce que je parte, quoi. Qu'est-ce que tu proposes au début aux gens? Est-ce que tu te souviens des premières assiettes qui arrivent sur table? Ah, c'était ultra simple. Mais après, c'était l'idée, quand je disais que j'ai cuisiné intelligemment, c'est que mes capacités, je les ai améliorées de façon très douce et très progressive, quoi. Donc je me suis dit, bon, j'en sais rien. Bon, le poisson, j'ai appris rapidement parce que j'avais envie d'apprendre. Les cuissons, ce genre de choses, j'y suis allé progressivement en faisant des choses simples puis en complexifiant au fur et à mesure. Mais au début, c'était extrêmement simple. C'était des super jambons noirs de Bigorre qui, à l'époque, n'étaient pas non plus à la mode. Des Quintoa, enfin des cochons Quintoa. Des légumes qui me venaient de super maraîchers. Enfin, j'en ai plein, Berrurier, machin. Enfin. Et du coup, c'était une cuisine d'instinct, mais très simple, quoi. Je la faisais au jour le jour. C'était même démentiel parce que je changeais le menu tous les jours, sans expérience. Du coup, c'était folklorique, quoi, en cuisine. Mais comment on fait pour les sauces, les jus, les choses comme ça, les bouillons, enfin, c'est peut-être pas aller tout de suite non plus, mais. Je pense honnêtement, alors ça c'est grâce à ma curiosité extrême. Enfin, sur la gastronomie, enfin, apprendre énormément par les livres, plus le fait que je suis allé manger, voilà, à travers les bistrots, c'était beaucoup de bistrots, du coup, bistronomiques, bistrots, mais les premiers. Ça m'a permis de savoir, par exemple, entre un restaurant et un autre, si je prenais, je sais pas, des riz de veau à telle sauce, de me dire, bah, j'ai préféré celui-là parce que le riz de veau était plus limite caramélisé, mais j'ai préféré la sauce de l'autre parce que c'était pour le coup j'ai une énorme mémoire du goût, quoi. Je me souviens exactement des sauces et des plats que je mange. Oui, mais il y a une technicité quand même, on est d'accord. On a beau voir, on a beau goûter, on a beau avoir une bonne mémoire, à un moment. Ouais, après c'est des. Mais encore aujourd'hui, hein, j'ai pas de recette en cuisine. C'est du bidouillage. Non, j'ai. Bah, c'est un sacré bidouillage. C'est du bon sens, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que j'explique ce matin. J'ai eu le cas de figure avec le stagiaire. Il m'a dit dans les carbonara, est-ce que vous mettez du sel? Je lui dis bah je sais pas. Il me dit je sais pas si dans la recette traditionnelle on met du sel. Je lui dis moi je fais pas la cuisine comme ça en fait. Il y a peut-être une recette traditionnelle, mais si ton lard il est mal fumé ou trop salé ou machin, tu goûtes ta sauce, tu vois c'est exactement ce que je fais au quotidien. C'est réajuster parce que des fois les légumes sont pas les mêmes, les fruits sont pas les mêmes. Le truc des pâtissiers de se dire j'ai une recette, je m'y tiens, surtout faut pas bouger d'un iota, ça, pour moi ça sera ma plus grande incompréhension. Donc t'as combien on s'en parlait, t'as combien de fiches techniques en cuisine? Des centaines et des centaines donc. J'en ai honnêtement, je dois en avoir 10. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Je pensais que t'allais dire une. Non, après j'ai plein de trucs dans mon ordi, mais non, j'ai des trucs de base de pâtisserie, tout ce qui est à base de pâtes, quoi, enfin les pâtes à pizza, des trucs comme ça, mais pour le reste, je m'en tiens à mon cerveau et à ma réflexion, quoi. Depuis le début, on est sur une histoire de cuisine qui se construit en rebond sur ce que t'es. Tu reçois, tu observes, tu analyses, et là maintenant, tu te mets au fourneau, donc tu refais, tu retraduis par le prisme de ta sensibilité. On est vraiment sur la seule matière, c'est toi dans cette histoire. C'est un peu égocentrique comme je suis désolé, mais ouais, non, ça doit être ça. Non, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'articule. Ouais, c'est comme ça. Il y a une sorte de, je sais pas, je sais pas si je peux parler de force, mais de force interne intérieure où je me dis, faut que je fasse les choses selon ma sensibilité et pas en me disant, bah l'autre m'a dit qu'il faut faire comme ça ou comme ci. Mais ce qui est super là-dedans, c'est que ça traduit aussi le fait que c'est possible, que l'ouverture, l'observation, la curiosité et la réflexion a posteriori peuvent permettre de produire, de créer par soi. Moi, je trouve que ce discours, si on pourrait le trouver, se dire, le mec, il est facile, il est hyper confiant.
Bah, c'est aussi un discours qui dit, c'est possible si vous y croyez, si vous observez, si vous apportez la juste attention aux choses. Après, moi, je suis pas hyper confiant. Hein. Je doute tous les jours et je pense que les cuisiniers qui doutent pas, c'est pas des bons cuisiniers. La cuisine, en fait, t'as pas besoin d'être sûr de toi, t'as besoin d'être passionné et de goûter tous les jours, de te dire, ça, je le ferai plus comme ça. Dès qu'il y a une question d'ego, et de... Même si t'es en train de dire que je suis un peu égocentrique, il y a un truc qui me dérange, du coup, dans l'intention, en fait, de cuisiner. Mais... Non, c'est très personnel. Et très empirique. C'est ça, le vrai truc. Oui, c'est une façon d'interpréter les choses aussi, ou je sais pas, de les voir différemment. Tu vas l'emmener où, l'aventure de la machine à coudre? Ça marche dès le début? Ça marche tout du long? Alors, les premières semaines, on se dit, waouh, c'est l'enfer, qu'est-ce qu'on a fait? Puis au bout de... Comment ça, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a trop de monde, c'est pas possible. Non, pour le coup, alors après, c'était peut-être voulu, mais, ça a pas marché de dingue pendant 2 semaines, je pense. Pendant 2 semaines, et après, on a eu, en fait, on a commencé à avoir quelques petits articles, gentils, pour pas dire autre chose, et puis on a eu alors ouais, pour le coup, si on veut rendre à César ce qui lui appartient, on a eu le blog de Boulogne, donc Thomas Clément, qui a commencé à parler de nous, et qui a mis dans une petite phrase, en fait, il a lancé un petit truc en disant le genre d'adresse qui plairait au fooding. Et bingo, quoi. Enfin, après il y a le fooding qui est venu, et nous qui à l'époque, comme je te le disais, le fooding c'était le Graal absolu, parce que tous les restaurants que j'adorais étaient dedans. On s'est dit, j'espère qu'on y sera d'ici 2 ans, ça serait cool, machin et tout. Et au bout de 4 mois, on était dedans. Et après, on a eu même François Simon qui est venu. Et retournerais-je? Ouais, je sais pas. Non, oui, dans le premier, bizarrement, en fait, dans le premier resto où j'étais quand même plutôt hésitant et je sais pas, les jambes tremblantes, je sais pas trop, mais il a trouvé ça génial. Il a dit, il est fini, mais je me souviens parce que la phrase était cool. Il a dit, à l'Ouest, il y a pas que des caniches, il y a pas que des crottes de chien, il y a aussi la machine à coudre. Et non, c'était chouette, quoi. Ça nous a ramené du monde, je pense aussi. Et ouais, ça a pas désempli après, quoi.